Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Une surprise t'attend. En première invitée, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaëla, une connaissance de longue date qui vient tout juste de devenir entrepreneur. En seulement quelques semaines, elle a réussi à vendre plus de 2000 produits et également à fédérer une communauté ultra engagée autour de sa nouvelle marque. Elle nous dévoile aujourd'hui 5 types de partenariats actionnables pour pouvoir mutualiser ses ressources, diviser ses dépenses et maximiser son impact. Raphaëla, c'est à toi et bonne écoute à tous. Nous, on a monté donc June de notre côté, qui est une start-up qui fait de la food, donc de l'alimentation saine, mais qui va au-delà du sain, qui vient aussi répondre à certaines carences de l'alimentation que nous avons tous, comme par exemple les oméga 3, qui sont normalement dans le poisson, par exemple, mais le poisson d'élevage aujourd'hui n'a quasiment plus d'oméga 3. Donc, on est allé chercher et sourcer une graine qui a des vertus extraordinaires, qui s'appelle le Sacha Inchi, et qui est très très riche en oméga 3, en protéines. Et on en a fait des pâtes à tartiner sans sucre et hyper gourmandes. On a fait aussi une huile. Enfin, on a fait tout un tas de choses. Et donc, on a démarré ça on a commencé notre communauté sur Instagram en décembre 2019. Du coup, c'est ça. On a commencé à commercialiser en juillet 2020 et on a fait un crowdfunding en septembre 2020 où on a eu une belle réussite puisqu'on a vendu plus de 2000 produits alors qu'on était quand même assez inconnus au bataillon, qu'on avait, je pense, à peu près 1500 followers sur Instagram. Donc, on a explosé notre objectif, on a fait 750%. Et donc, je vous livre aujourd'hui les secrets de comment faire un beau lancement. Donc c'est pas forcément un crowdfunding, hein, ça peut être aussi un lancement. Comment est-ce qu'on se crée une communauté, mais surtout des partenariats stratégiques avec d'autres marques à qui on peut mutuellement se donner de la visibilité. Ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant avec June, je trouve notamment, c'est vrai que vous avez fait un super crowdfunding et moi, il y a même des gens qui vous connaissaient pas qui m'en ont parlé, donc c'était assez ouf. Mais surtout, vous avez créé une belle communauté et moi, je sais que j'ai commandé mon panier, mais chaque semaine, je reçois du contenu de la part de June, je vois tes lives sur Insta. En fait, je vois que voilà, moi-même, vous êtes sans arrêt en train de m'événementialiser en me disant, aujourd'hui, on fait une recette de cuisine et c'est ultra important, cet aspect communautaire, les marques le savent et on peine toujours un petit peu à trouver comment l'aborder. Et surtout, moi, j'entends beaucoup, quand on fait un partenariat, on est moins visible, on dilue sa marque, on dilue son message. Et moi, justement, cet article très théorique que j'avais fait, il avait vertu à dire tout l'inverse parce que le moment où tu ancres vraiment ton produit et ta marque dans le quotidien de ton utilisateur, quand tu le confrontes à une autre marque qui est ultra affinitaire pour montrer que finalement, c'est harmonieux et ça fonctionne bien. Tu as en termes de product adoption toute la communauté de l'autre marque qui arrive et c'est très puissant. Donc voilà, c'est ultra important pour moi que tu confrontes ça avec la réalité pratique de ce que tu vis. Oui, bah ouais, carrément. Et puis c'est étonnant qu'il y ait ce genre de remarques de dilution. Alors, je peux comprendre l'aspect, c'est vrai qu'il y a deux marques qui parlent en même temps et ce genre de choses, mais pourtant c'est exactement l'inverse. Enfin, en tout cas, nous on l'a ressenti comme ça. Et surtout, moi, il y a une chose que j'ai compris en commençant l'entrepreneuriat, c'est que tu n'avances pas sans réseau. Ouais, tout le monde se connaît dans la Startup Nation de France, donc tout le monde se connaît, tout le monde sait qui, quoi, etc. Et c'est dommage de se dire ah bah non, je vais pas faire un partenariat avec telle marque parce que elle va me piquer mes clients ou des choses comme ça hyper renfermées en fait, alors que au contraire il faut ouvrir parce que au-delà d'un partenariat pour vendre tes produits, tu fais un partenariat aussi de relationnel avec des marques qui le font avec toi et pour finir sur des plans peut-être commerciaux bien plus gros plus tard, etc. Enfin, tu crées ton réseau, quoi. Moi, je suis partie de rien. Il y a un an, j'étais pas du tout dans le milieu des startups. Je travaillais consultante en management dans des grosses banques. Donc, voilà, je connaissais pas du tout ce milieu. Et j'ai rapidement compris qu'il fallait que je m'intègre dans ce club d'entrepreneurs français.
Donc, yes. Donc du coup, alors, aujourd'hui, on parle des partenariats qu'on a mis en place lors de notre lancement. Donc, il faut savoir une chose, c'est que nous, learning by doing, c'est vraiment notre définition chez Joom. Donc, on a démarré, on n'y connaissait rien. Et là, on s'est rencontrés aux États-Unis, donc on a pas mal d'expressions idiomatiques comme ça. Hein. On prévient. Ouais. Désolée, je sais que ça énerve beaucoup de personnes quand on fait de l'anglicisme. Je m'excuse d'avance. C'est la spéciale. Mais voilà. Donc oui, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait pas mal de partenariats, mais en fait, sur le coup, on s'est pas dit, tiens, c'est un partenariat. Donc, je pense que ça peut peut-être vous faire des wake-up calls, les personnes qui nous écoutent. Vous allez peut-être vous dire, ah bah en fait, ce que j'organisais là ou l'idée que j'avais en tête, c'était un partenariat en fait. Donc, alors nous, en fait, la première problématique qu'on a eue, c'est on va créer une communauté et faire du bruit autour de notre marque. Donc, pour faire du bruit autour de sa marque, on se crée. Donc, nous, on est en B2C, hein. Business to consumer en grande majorité. Donc on s'est dit Instagram c'est le Graal de ça. Donc sur Instagram il faut qu'on acquiert des followers. Alors outre bien sûr ses amis et son entourage qu'on peut avoir, sa famille qui va nous follower au début, on va avoir 300-400 followers assez rapidement. Après il y a une espèce de stagnation qui est un petit peu perturbante et on se dit bah comment est-ce que je vais pouvoir accroître ma notoriété et accroître donc ma communauté sur Instagram. Donc nous qu'est-ce qu'on a fait on a fait des jeux concours. Donc, la classique, c'est ça. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, sur Instagram, si on fait des sponsorisations, donc quand on débute une marque, en général, on n'a pas beaucoup d'argent. Et quand on fait des sponsors de posts, pour gagner un follower, on paye 1 euro à peu près, grosso modo. C'est énorme. Donc, si tu veux avoir une communauté de 50 000 followers, tu vas dépenser 50 000 euros. Donc là, tu te dis, OK, bah, je vais couler ma boîte à peine avant d'avoir démarré. Donc, tu réfléchis vite aux manières gratuites donc de faire des partenariats. Donc, le jeu concours, c'est une bonne manière. On a fait un jeu concours avec une marketplace qui s'appelle All My Keto, qui fait des produits qui sont sans sucre. Pour suivre le cours du régime cétogène, keto en anglais. Et comme nous, ton audience, Raphaëla, t'as beaucoup. Enfin, moi, je sais que dans mes amis, quand j'ai publié sur June, tous les amis keto, les véganes, c'est vraiment ton cœur de cible aussi. Hein. Ah bah totalement. Ouais. Non, moi c'est mon cœur de cible, c'est clairement les véganes. Ce sont aussi les personnes qui souhaitent manger avec le moins de sucre possible. Donc les plus extrêmes s'appellent ceux qui suivent des régimes cétogènes. Donc ça c'est mon cœur de cible. Après ça s'étend assez rapidement parce qu'en fait comme nos produits, par exemple notre pâte à tartiner a le goût sucré, en fait rapidement on a des potes qui sont accros au sucre et qui se disent ok bah j'adore votre pâte à tartiner parce que je peux en abuser sans crainte, il n'y a pas de sucre et zéro indice glycémique. Donc pour en revenir sur le jeu concours, du coup on a fait ça avec une marketplace qui s'appelle All My Keto. C'était un post Instagram, donc chacun de notre côté sur nos Instagram respectifs, on a posté un post avec en visuel, c'était les 2 produits June que les personnes allaient gagner suite au jeu concours et les 2 produits que proposait All My Keto de leur côté. Donc eux, ils proposaient des noix des noix de cajou, quelque chose comme ça, et nous on proposait donc la pâte à tartiner June, le choco-enchi. Et le jeu, c'est qu'en fait les personnes pour gagner le concours, pour être tirées au sort en fait, c'est qu'ils doivent follower les 2 comptes. Donc dès lors que quelqu'un voit cette publication, il follow All My Keto et il follow June, ce qui fait que tu gagnes des followers comme ça assez rapidement. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, on a en 3 jours de concours avec eux, alors qu'on avait à peu près 1500 followers, hein, c'est pas énorme. Le tout début, quoi. Et le tout début, on a gagné 200 followers. Donc c'est énorme. Enfin, en tout cas, quand on débute, ouais. Quand on débute, c'est vraiment un truc de malade parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui nous disent ouais, mais tu vas gagner plein de followers si tu postes tous les jours et tout. Franchement, l'algorithme d'Instagram, il est beaucoup plus dur à cuire que ça, quoi. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est même pas 200 followers, c'est qu'en plus, toi, c'est vraiment ton cœur de cible, c'est-à-dire que les cétos, c'est eux qui vont être le plus intéressés par ton produit. Donc, c'est un customer encore plus engagé, quoi. Et ben c'est exactement ça. C'est ça qui est extraordinaire avec ce genre de partenariat parce que déjà c'est une marketplace, ça veut dire que
pourquoi pas dans quelques mois vendre les produits June sur cette marketplace. Donc, pour aussi les opportunités d'avenir, c'est vraiment génial. Et puis pour le plus court terme, au moment où tu fais le concours, bah tu parles directement à tes clients et tu échanges tes communautés aussi. C'est un échange de bons procédés. Donc les gens de June qui consomment pas trop de sucre, etc., qui cherchent des produits sains, etc., ils se disent mais il y a une plateforme qui référence plein d'autres marques qui font du sans sucre. Et l'inverse, les gens qui sont sur All My Keto, qui sont sur la marketplace, se disent bah enfin une pâte à tartiner qui n'a pas de sucre dedans. Donc c'est tout bénef. En plus ça coûte 0, sauf bien sûr après que le tirage au sort soit fait, il faut envoyer des produits gratuitement. Donc bon, voilà. T'en as fait d'autres des jeux concours ou c'était là c'est le mieux que t'as fait que tu nous racontes ou t'en as fait d'autres? Alors, à vrai dire, tous les jeux concours, non mais c'est un truc de fou, j'y croyais pas avant de commencer. Tous les jeux concours ont ce genre de bénéfices. Donc, on a fait un autre jeu concours qui là s'apparente plus à de l'influence puisque c'était avec un nutritionniste, comme nous, franchement dans le sein, etc. On a fait un coaching gratuit avec un nutritionniste plus de produits June. Et là aussi, ça a cartonné. On a pris 150 heures en 2 jours. Bon. C'est soit t'offres un cadeau et là c'est un peu putaclic, mais voilà, ça fonctionne pour te lancer, c'est pas mal pour faire du volume rapidement. Soit tu crées de la valeur et ça, moi je trouve que c'est ultra bien pour fidéliser ta communauté. C'est exactement ça, ouais. Donc oui, ça fonctionne très bien. Après, je sais qu'il y a plein de gens et y compris moi en première, avant de faire un jeu concours, j'avais une super mauvaise image des jeux concours. Je me disais, c'est qui ces gens les jeux concours, ils n'arrivent pas à vendre leurs produits ou je sais pas quoi. Mais en fait, il y a une vraie, il y a vraiment plein de gens qui sont hyper intéressés par les jeux concours en fait, participer, etc. Et l'intérêt aussi, c'est que ça met de l'engagement. Et sur Instagram, l'engagement est hyper valorisé par les algorithmes. Donc, tu vas avoir plein de commentaires, tu vas avoir plein de likes. Les gens vont, même ceux qui ont le plus envie de gagner le concours, ils vont le poster en story. Donc, ils vont eux-mêmes aller attaquer leur propre cercle qui les entoure sur Instagram, etc. Donc, du coup, ça, c'est tout bénef. Donc, ça, pour nous, c'est un bon moyen. Je suis pas étonnée par ce que tu me dis et justement, moi, il y a un autre point que je voulais aborder par rapport au jeu concours. Je suis vraiment pas étonnée. Tout le monde me dit le jeu concours, c'est trop bien, ça fonctionne à tous les coups, ça marche. Et du coup, t'en as qui en abusent un peu et t'as carrément des marques qui se finissent par se brûler les ailes parce qu'au final, elles font des jeux concours qui sont de moins en moins affinitaires. Et puis la communauté, ça peut finir aussi par agacer, quoi. Eh ben totalement. C'est pour ça que nous, on n'en a pas abusé. Nous, en 1 an, on en a fait 3. Je pense qu'on peut quand même augmenter un petit peu. Peut-être faire un tous les 2 mois, peut-être, éventuellement. Donc 6 par an, c'est pas mal. Mais effectivement, faut pas en abuser parce que voilà, c'est pas. Devenir lassant. Et faut vraiment, je pense, faut vraiment apporter de la valeur à chaque fois, une valeur différente et pas juste faire gagner un panier comme ça, quoi. Sinon, ça finit vite par être assez pauvre. Exactement. C'est ça. Et du coup, si vous avez des questions sur les jeux concours, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. On les prendra à la fin du live. Et du coup, Raphaëla, vu qu'on est on est déjà à un petit quart d'heure de live là, est-ce que on peut passer au deuxième type de partenariat? Tout à fait. Alors, le deuxième type, donc, comme je disais, la première problématique d'une startup, c'est on veut créer une communauté, mais la deuxième problématique très importante, c'est on veut vendre. Ouais. Hyper pragmatique pour pouvoir se lancer, il faut faire rentrer rapide, quoi. Exactement. On veut, enfin, moi, je sais que je suis devenue une psychopathe de la vente. Pour moi, c'est si je ne vends pas, ma boîte va couler. Ouais. Donc à force, enfin voilà, on veut se focaliser. Donc qu'est-ce qui fait vendre? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats de bundles de produits avec d'autres marques et des marques qui ont une renommée plus grande que la nôtre, donc qui ont déjà pas mal de clients, etc. Donc on a fait un partenariat avec par exemple les Petits Prodiges qui font Canon qui font des cosmétiques éco-responsables et notamment nous on leur a acheté donc un baume multi-usage. Ils nous ont fait un prix partenaire et nous on les a revendus avec nos produits ensemble. Donc c'était dans le cadre d'un crowdfunding, mais ça peut très bien s'appliquer aussi un bundle produit, une offre spéciale en e-commerce, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais nous, on l'a fait dans le cadre du crowdfunding et ce qui est vachement bien, c'est dans les deux sens. Le premier,
Donc pour nous, qu'est-ce qui est intéressant, c'est ils ont partagé sur nous, ils ont fait un post sur Instagram et ils ont parlé de nous à leur communauté. Donc ça, c'est génial. Ouais, c'est clair. Donc en termes de notoriété et de visibilité. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qui va faire qu'une personne va hésiter ou non à acheter un produit, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. Donc, s'il voit qu'il y a un bundle avec une marque plus connue, il va se dire « Ah, c'est peut-être une petite marque, mais ils ont déjà un réseau, ils fonctionnent bien, il y a d'autres marques qui leur font confiance. » Sur la confiance pour le consommateur et le futur client, c'est vraiment essentiel. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, alors juste avant que je dise ça, l'intérêt aussi pour la marque, c'est que c'est de la vente, mais sans bouger un orteil. Hein. Donc, la force de vente, c'était nous. On faisait de la pub à fond pour notre crowdfunding. Et eux, ils ont ramassé l'argent, ce qui est génial pour eux et ils le méritent amplement. Donc là, ils ont gagné à peu près sur notre crowdfunding. Ils ont gagné à peu près 200 clients. Ils se sont fait à peu près... Plus, Raphaëlla, excuse-moi, je t'ai interrompu. Plus, je trouve que c'est aussi sympa en tant une grosse marque qui bosse avec une petite et qui met en avant une petite. Je trouve qu'il y a un esprit aussi sympa, tu vois, pour eux, dans la Startup Nation, comme tu disais. Que voilà, ça envoie un signal positif quand même. Les marques qui disent, bah, on est à un certain niveau, à notre tour d'aider les autres, c'est appréciable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que franchement, nous, on a été bluffés. Bah, de toute façon, quand on fait un produit qui est éco-responsable et qui est sympa et qu'on est une marque friendly et tout, on attire aussi les gens friendly. Et on a été vraiment bluffés par toutes ces plus grosses marques qui ont voulu spontanément nous aider comme ça. Et on les remercie énormément parce que du coup, effectivement, je pense que ça peut vraiment faire décoller une autre marque, quoi. Enfin, une plus petite marque, quoi, avec l'aide. C'est clair. Les bundles, j'y crois à fond. Aux États-Unis, ils le font beaucoup. Moi, quand je bossais dans les box, on avait fait un énorme pareil. On était allé voir un très très gros, juste en lui disant en fait, on vous propose une opération clé en main. Vous avez rien à faire. Et en fait, nous, on a donné du produit. Donc, on a donné du produit gratuitement en échange de visibilité. Donc, en fait, c'est ça que je dis souvent aux créateurs d'entreprises. Je leur dis, vous avez jamais rien à offrir. L'idée, c'est que tu offres du produit, ton expertise, ta pêche, ton image un peu jeune et fraîche. Tu as toujours un truc à mettre dans la balance. Et en fait, on a explosé comme ça parce qu'on a récupéré tous les leads derrière, des gens qui avaient commandé via la box un produit gratuit. Et c'était un de nos meilleurs partenariats. C'était un bundle, voilà, très pratico-pratique dans la vente rapide, quoi. Carrément. Ouais, c'est hyper utile, c'est clair. Et Raphaëlla, moi, il y a un point que je trouve trop intéressant en ce moment. Je vois pas mal de posts là-dessus sur LinkedIn. Tu disais oui, on est dans des thématiques éco-responsables et tout. Du coup, on est souvent avec des gens trop sympas qui nous tendent la main. Est-ce que tu peux nous donner ton avis d'insider sans langue de bois? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui t'ont dit non ou merde dans des partenariats où tu t'es dit j'aurais peut-être pas dû les contacter? Alors, on a eu pire. On a eu une marque qui nous a dit « Ok, vas-y, on fait un bundle, trop bien, etc. » Et qui nous a abandonné la veille. Mais non. Mais Si. pour quel motif? Pour motif de changement, mais littéralement de changement d'avis. D'accord. De changement d'avis. Vraiment, l'argument, c'était on veut s'écarter de ce genre de modèle. Voilà, on vient de prendre cette décision et voilà. Alors ça, c'était le motif officiel, le motif officieux, c'est que je pense que peut-être qu'ils trouvaient que finalement c'était pas si intéressant pour eux ou que sais-je quoi, parce que ils le faisaient quand même avec d'autres. Et sur cette OP, vous aviez fait un petit. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour pas que ça arrive? Tu penses qu'il faut se protéger avec un petit contrat de base? Il faut être plus clair dès le début? Comment est-ce qu'on évite ça? Ah bah, faut verrouiller le truc, hein. Faut verrouiller le truc assez rapidement, hein, pour surtout les bundles, surtout là où il y a vraiment de l'argent en jeu, etc. Quand c'est un jeu concours, bon, si un jeu concours c'est embêtant aussi, mais bon, enfin là c'est vraiment voilà, tu lances une offre de produits, de la supply et tout. Enfin, en termes même d'investissement et de temps de travail, c'est pas les mêmes implications, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il faut faire un petit contrat écrit immédiatement. Imaginons, parce que c'est souvent, quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de l'informel, donc tu es juste au téléphone. Et ben, quand tu raccroches, il faut immédiatement envoyer un email pour verrouiller le truc. Et puis, signer un contrat, c'est encore plus idéal. C'est clair que si c'était à refaire, on ferait ça, c'est clair. Ok, bah ça sera bientôt mis en place via Richmaker, donc on est bon. Ah bah génial, bah top, bah clairement, clairement on l'utilisera parce que ça c'est intéressant. Et après, bah
Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment notre exemple le plus concret en termes de fail de partenariat, quoi. Et comment, du coup, comment tu trouves en général à ta vie avant Richmaker, comment tu trouvais un partenaire adapté? Alors, ma vie avant Richmaker, alors faut clairement intégrer des réseaux, hein. Donc, j'ai intégré le réseau de Gold Up, qui est un réseau de ouais, super cool, un réseau de femmes entrepreneurs. Alors par contre, c'est désolé les hommes de ce de ce live, c'est dédié aux femmes. Voilà, mais après c'est rattaché à The Family qui est un plus gros incubateur avec hommes et femmes, on est deux. Mais Gold Up, c'est vraiment un programme pour femmes et du coup, j'ai intégré donc j'appelle ça un club, hein, parce que c'est vraiment un réseau où on a accès à 450 autres entrepreneuses du milieu et certaines qui ont déjà bien cartonné, donc c'est hyper cool. Et voilà. Et donc comme on a fait, moi de toute façon on est allé au culot depuis le début. Quand tu montes une boîte, faut beaucoup de culot, hein. Faut écrire un message et aller dire pourquoi faut toujours dire pourquoi mutuellement c'est intéressant, hein. Et puis en fait voilà. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, on a on a eu des partenariats avec des femmes entrepreneurs de Gold Up, mais on a eu aussi des gens en dehors de Gold Up. Notamment, on a eu un partenariat avec la fourche.fr. Mais ça, c'est pareil, on est allé au culot. C'est Clément, mon associé, qui a contacté directement le Clément, il est trop fort pour ça, hein. Ouais. Il faut faire du call, hein. Il faut y aller, allô, et il faut tenter le truc. Ouais, technique de forceur. Ouais. Bon, après, chacun son style, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont bons. Si vous êtes bon là-dedans, faut pas hésiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, est-ce que, Raphaëlla, est-ce que tu as un appel à faire passer là? Je sais pas, tant qu'on parle des marques avec qui on rêve de bosser, est-ce que là, il y en a 2-3 qui te viennent en tête qu'on pourrait contacter avec ce live? Et carrément. Alors en fait, on rêverait de faire quelque chose avec la marque Respire, qui est une marque qui font des déodorants naturels. Donc, je trouve qu'il y a vraiment alors déjà, ils nous ont beaucoup inspiré dans notre crowdfunding. Clairement, nous, quand on a vu Respire, on a fait, clairement, eux, ils ont fait déodorants naturels. Nous, on va faire des produits naturels alimentaires. Ouais. La pâte à tartiner 100% naturelle et sans sucre. Et du coup, clairement, ils nous ont poussé, en fait, ils nous ont encouragés sans le savoir, je pense, de démarrer notre truc. Donc, clairement, on aimerait bien faire quelque chose avec eux, surtout qu'au dernier confinement, donc au premier confinement, ils ont fait des lives avec des entrepreneurs qu'ils ont fait pitcher. Ouais. Ça, c'était super cool. Alors, nous, on a postulé et ils nous ont jamais répondu. Donc, Justine Hutto, si tu nous écoutes, on est toujours intéressés. C'est un bon match, effectivement, parce qu'en plus, vous avez vraiment l'ADN du sport en commun. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un fit, quoi. Clairement, parce que c'est vrai que donc Justine Hutto, la créatrice de Respire, est très sportive. Elle a fait pas mal de compétitions à haut niveau. Et en fait, par exemple, quand on fait des marathons ou ce genre de sports qui sont très intenses, il y a souvent des produits qui sont donnés avec beaucoup de sucre dedans. Donc ça peut être du sucre aussi non raffiné, hein, ça peut être aussi des pâtes, etc., qui donne un coup de punch d'un coup, mais souvent il y a un coup de barre après et du coup il faut reprendre du sucre, etc. Nous on propose des produits avec une énergie dans la durée, puisque c'est une énergie qu'on puise dans le bon gras qu'il y a dans nos produits. Enfin bref. Pour moi, t'es une diététicienne. À chaque fois que j'ai l'impression que c'est Docteur Nolo maintenant. Trop bien. Mon père est médecin en plus, donc c'est ça. T'as ça dans les gènes. Ça nous amène au troisième sujet ultra naturellement. J'adore. C'était une transition pas du tout prévue, mais tu fais énormément de live et d'échanges de visibilité, et je trouve que vous êtes ultra bon là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je t'avais contacté de base pour avoir tes conseils. C'est quoi ton retour sur les échanges de visibilité entre marques? Alors, effectivement, on a fait pas mal de lives sur June. Donc, on a fait des lives donc avec d'autres marques, notamment en lancement. C'est vraiment top parce que, encore une fois, en termes de visibilité, quand on démarre un live, il y a donc June, la communauté June qui est notifiée, mais aussi la communauté de l'autre personne qui fait un live avec. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on attire encore une fois une autre communauté. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que je trouve qu'un live, enfin, la troisième problématique, donc la première, on a dit que c'était créer une communauté, la deuxième, c'est vendre, et la troisième, c'est interagir. C'est hyper important, surtout quand on est un e-commerce. Enfin, pour le moment, on n'est que en ligne, on peut que acheter nos produits en ligne. C'est important d'avoir un vrai contact humain avec sa clientèle. Et les lives, l'intérêt des lives
avec une autre marque, c'est que on est comme maintenant sur le live stream et on peut poser des questions aux personnes qui ont créé la boîte. D'ailleurs, je n'ai pas fait mes devoirs, j'ai même pas regardé. Si vous avez des questions, oh putain, il y a des questions. Ouais, il y a des questions. En fait, Raphaëlla, elle est toujours comme ça, c'est très élégant. Elle me fait remarquer que je fais pas mon boulot. C'est subtil. Mais du coup, oui, effectivement, c'est les lives, c'est hyper intéressant parce qu'on a. Alors déjà, il y a une préparation au live, donc ça veut dire que les deux marques qui vont faire un live ensemble vont communiquer en story, notamment sur Instagram, à leur communauté, leur poser. Alors nous, on met toujours une petite box où on demande aux gens, dites-nous si vous avez des questions. Donc les gens nous posent des questions en avance, comme ça on peut un peu plus préparer, être beaucoup plus straight to the point pendant le live. Et en live, pendant le live, les gens peuvent nous poser aussi des questions. Donc c'est hyper intéressant. Et puis c'est une opportunité magique pour pitcher directement à sa clientèle, quoi. Franchement, donc c'est à la fois gagner des followers, mais aussi déclencher potentiellement une vente. Encore une fois, l'aspect confiance. On a plus confiance en quelqu'un qui va aller s'exposer et faire un live avec une autre marque, etc., et qui va parler de soi, que de quelqu'un qui va se cacher et on verra jamais sa tête, quoi. Quand on est une start-up, c'est quand même essentiel de s'exposer un petit peu, quoi. Ouais, et l'idée, c'est aussi, je pense qu'il y a, ça c'est plus dans le B2B, je pense à un exemple notamment, tu vois, Spoon qui va faire un live avec Cashbee. En fait, trop intéressant de te dire, bah toi, tu es une marque, tu es dans l'immobilier. En fait, il y a une marque qui est dans la gestion de patrimoine. Tu as clairement un terreau commun ultra important qui va te permettre de créer de la confiance envers les deux marques et tu peux vraiment bien croiser tes audiences et créer de la valeur. Du coup, ça, dans le B2B notamment, tu vois, ça permet de sortir un petit peu dans son discours de marque, d'aller chercher des nouvelles audiences qui sont ultra complémentaires aux tiennes, quoi. Ouais, très juste, très, très juste. Et, vas-y. Ouais. Et j'ai perdu le fil. Oui, après, bon, il y a les lives. Bon, ça, c'est pas des partenariats avec des marques, mais encore une fois, au même titre que le jeu concours, on a fait des lives aussi avec des experts, notamment en nutrition. Donc, Maxime Mességuet, qui est notre nutritionniste qui nous suit depuis le début. On a fait des lives aussi pour pouvoir répondre aux questions nutrition de notre communauté. Et ça, c'est pareil, comme tu dis, apporter de la valeur. Ça, c'est apporter de la valeur et puis en plus gratuite. C'est super pour l'image de marque aussi. On prend du temps mutuellement c'est clair. Je pense que l'idée, vraiment, la bonne pratique quand on fait un partenariat, c'est de comprendre tout de suite ce qu'on traque. Et quand on en a parlé toutes les deux, moi, j'ai bien aimé. Tu m'as dit tout de suite, en fait, les lives, on sait pourquoi on le fait. On le fait pas pour le chiffre. Ça, pour le coup, c'est vraiment, si tu veux de l'engagement, on est sur du jeu concours. De l'acquisition, c'est le jeu concours. Si tu veux, voilà, comme tu disais, de la vente, on est plus sur des bundles, sur des techniques de co. Et puis, bah, là, avec le format live, c'est de l'inbound, donc tu travailles ton référencement, tu travailles ton réseau, tu travailles ta position d'expert. Et du coup, il faut bien voir ce que tu traques. Et je trouvais ça intéressant. Tu me disais, bah voilà, sur les lives, parfois, il n'y a pas grand monde, mais voilà, on travaille, c'est un travail de fond, c'est un travail qui prend du temps et on le fait pas pour les mêmes raisons. Exactement, c'est ça. Il faut savoir. Alors au départ, évidemment, quand tu es une start-up, tu fais un peu tout ce que tu vois, parce que les lives, ça a été très drôle. Comment ça s'est déclenché chez nous, hein, en toute honnêteté. On a vu que toutes les marques faisaient des lives, on disait oh là là, il faut qu'on fasse des lives aussi. Faut pas qu'on soit les pauvres nazes qui font jamais de live. Donc on a commencé à faire des lives et après on a découvert quel était l'intérêt, mais seulement après, quoi. Il faut tester aussi, il faut faire plein de partenariats, il faut accepter, faut s'ouvrir à toute opportunité parce qu'on sait jamais ce que ça peut apporter, quoi. Et, donc, alors en termes de fail, par contre, pour les lives, regardez bien l'heure à laquelle les gens les moments de solitude, faut en parler aussi. Les moments de solitude, ouais, parce que c'est pas toujours des cartons. Nous, on a fait des lives. Sur la pause déj un vendredi, on était 3, quoi. Donc c'est toujours. C'est un format intimiste. Voilà, c'est ça, c'était format cocoon. Sur mesure. C'est ça. Mais non, mais nous, par exemple, je pense que dans le B2C notamment, c'est plus intéressant de faire des lives peut-être vers 18-19h ou à partir de 20h30, 21h à nouveau. Le créneau du dîner est un peu sacré chez les Français, donc peut-être pas sur la pause dîner. Et quoique, en confinement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes seules chez soi, donc pourquoi pas aussi leur faire un divertissement. En tout cas, merci de penser à nous. Merci pour ce big up à tous les gens qui sont loin de chez eux, seuls. C'est ça.
Trop bien. J'en profite pour faire un petit appel avant qu'on passe aux questions-réponses. On a intégré June dans notre opération Un Noël responsable et en fait, on parlait des échanges de visibilité. On construit un échange de visibilité géant entre marques éco-responsables et du coup, on commence la campagne le 1er décembre. La seule condition d'accès, c'est d'avoir une marque vertueuse et d'avoir envie de participer à un échange de visibilité et du coup, partager l'opération. Et en échange, l'idée, c'est que tout le monde renvoie vers la même landing page et on donne des cadeaux de Noël sympas, originales et personnalisés. Donc voilà, on est en train de mettre ce grand mouvement en place, aussi pour montrer que le partenariat, c'est actionnable en un rien de temps quand on a trouvé les bons interlocuteurs. Alors, il y a une question que je trouve particulièrement intéressante. Du coup, c'est Vanessa qui nous dit « Le jeu concours est-il pertinent pour tous les secteurs, comme celui de l'immobilier par exemple ?» Ça dépend. Si tu fais gagner une maison, moi je suis chaud. Hein. C'est clair. C'est clair. Non, moi, ça me fait penser à une opération que j'avais vue pour, je crois que c'était la BNP, qui a fait un concours. Alors là, c'était plus de l'influence, mais ils ont fait un concours qui a cartonné avec des influenceurs et en fait, ils disaient on se porte garant pour toi. Et typiquement, bah voilà, ils proposaient en fait aux utilisateurs de poster leurs recherches en utilisant leur template et j'avais trouvé ça hyper malin. Ils avaient créé de la viralité tout en plus. Voilà, c'est une opération qui a du sens, c'est-à-dire qu'ils se positionnent sur un sujet qui est vraiment d'actualité. Les jeunes, c'est de plus en plus difficile d'avoir un garant. On demande vraiment des dossiers. Quand nous qui venons de New York, putain, à New York, tu as juste à montrer ta carte d'identité, tu signes un papier sur un coin de table, c'est fini. En France, il te faut des dossiers. Il y a des gens qui font des queues de malades. Donc, enfin, franchement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire justement en jeu concours dans d'autres secteurs qui n'ont pas été encore largement explorés, quoi. Alors, j'ai un autre exemple pour le B2B. J'ai vu donc elle s'appelle Shona Poletti. Hein, je vais faire un petit peu de pub ici. Elle vient de monter donc sa boîte de conseils en communication, community management, etc. Donc du coup, c'est du B2B. Et elle a créé un Instagram et elle a fait un jeu concours qui était, le principe, c'était si tu gagnes toute ta stratégie communication faite par mois gracieusement. Trop bien. Et ce qui était hyper intelligent, c'est que du coup, elle demandait à des startups du coup de communiquer, de taguer d'autres startups dedans. Donc, quand on parle réseau, donc moi j'ai tagué 2-3 startups que je connaissais et du coup, bah en B2B ça fonctionne bien aussi, ouais. Du coup, je pense qu'il faut pas se limiter. La période se prête particulièrement à la solidarité à toutes les échelles et c'est étonnant à quel point même sur Richmaker, on a beaucoup de demandes sur du mécénat de compétences. Donc, en fait, il y a du troc de services entre professionnels, notamment entre agences. Donc, je trouve que c'est un exemple super. On avait Sarah qui disait, du coup, les leads sont pas forcément quali, ils ne sont intéressés que par la gratuité. Complètement, Sarah. Moi, justement, c'est pour ça que j'insistais là-dessus. Il faut vraiment créer de la valeur. Tu peux faire 1 ou 2 concours dans le cadre, voilà, une opération de Noël, tout ça. Tu peux te permettre de faire gagner un panier. Mais l'idée pour June, c'est pas de faire gagner une fois par semaine un panier gourmand. Sinon, c'est pauvre en termes de valeur. Moi, je pense à une OP qui m'a vachement inspirée, Plantes pour tous. Tu vois, ils ont fait un jeu concours en disant devenez les égéries de notre prochaine campagne. Et ils se sont dit, au lieu de payer des mannequins et de faire un fake concours, un fake catalogue avec un peu banque d'images, ils ont pris leurs vrais customers, ils s'intéressent vraiment aux gens qui achètent leurs produits et en fait tu deviens leur égérie et tu gagnes des plantes. Du coup pour eux, ils payent pas, ils montent leurs vrais customers, ils ont une campagne qui a un peu de peps, qui est un peu différente. Je trouve que c'est un très bon exemple de jeu concours où tu vois, tu crées de la valeur, du user generated content et tu vas un petit peu plus loin, quoi. Oui. Très juste, et j'avais aussi quelque chose à dire, c'est que ne vous fiez pas au nombre de followers sur les Instagram des marques. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que la marque elle a 50 000 followers qu'elle a 50 000 clients. Donc, et c'est pas parce que la marque elle a 4000 followers qu'elle a que 4000 clients entre guillemets quoi. Si je simplifie un petit peu, il faut vraiment pas se fier aux followers parce que les followers finalement Instagram c'est un outil de visibilité. C'est pas un outil de vente, hein, soyons honnêtes. Alors après, ça débouche sur de la vente éventuellement à un moment donné, mais c'est plus en mode la personne, elle a découvert ta marque et elle voudrait peut-être acheter ton produit et elle est rassurée par son Instagram, donc ça va déclencher une vente. Mais c'est pas un lien direct entre vente et follower.
Donc, c'est intéressant ce que tu dis, Raphaëlla, et je suis étonnée. Vous avez un InstaShop ou pas chez June? Parce que j'ai l'impression que Instagram, il pousse à fond en natif la fonction shop pour que tu puisses à terme pour pouvoir manger les sites e-commerce. Ouais. J'ai un peu l'impression. C'est vrai, sûrement. Alors nous, on l'a pas encore configuré. J'avoue qu'on n'a pas eu encore le temps. Mais effectivement. Donc tout ça pour dire que du coup, les marques qui ont 50 000 followers, elles ont forcément utilisé des méthodes quick and dirty pour obtenir autant de followers, hein, soyons très honnêtes. Hein. Alors par exemple, il y a un autre truc que les marques font qui n'a rien à voir avec les partenariats, mais les follow on follow. Hein, il y a ça aussi. Enfin, c'est pas toujours parce qu'ils ont 50 000 followers et qu'il y a 50 000 personnes qui vont acheter leurs produits, quoi. Voilà. Et justement, ultra intéressant. Toi, tu recommandes pas ça, Raphaëlla? Moi, j'entends beaucoup de petites boîtes qui me disent, même pour les reviews Google ou des trucs comme ça, qui me disent en fait, c'est ultra important d'acheter les 10 premiers avis, d'acheter les 50 premiers followers. Est-ce que parfois, c'est pas juste une façon d'émerger? Toi, peut-être, mais nous, enfin, ça dépend quelles sont les valeurs de ta boîte et quelles sont tes valeurs personnelles aussi. Hein. Mais je sais que chez June, on trouvait ça horrible parce que en fait, c'est aussi s'envoyer des fleurs qui sont pas des fleurs en top, quoi. Donc et tu fais baisser ton taux d'engagement aussi. Parce que au final, si tu traques ton taux d'engagement et si tu as acheté des followers, bah forcément, tu vas pas t'y retrouver, quoi. Parce que les faux profils, ils vont pas s'intéresser à tes produits et à tes lives. Alors les achats de followers, ça je suis archi contre, par contre, carrément contre. Par contre, utiliser des petites méthodes. Alors nous on l'a pas fait, hein, mais utiliser des petites méthodes de follow and follow ou aller liker d'autres profils ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Mais voilà, acheter des followers, oh non, l'enfer. Trop bien, intéressant d'avoir ton point de vue. Question ultra intéressante de Élise. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt parce que j'adore ce débat. Est-il toujours judicieux pour vous de différencier les stratégies B2C et B2B? Alors, est-il toujours judicieux? Alors nous, on fait un peu des deux, ouais, c'est vrai, on fait un peu de B2C et un peu de B2B. Alors, les stratégies de quoi? Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, tu les différencies pas, que June, vous avez vraiment un discours qui est centré sur le contenu, sur votre offre, votre valeur ajoutée, et qu'en fait, vous n'avez pas, de ce que je vois, t'as pas une stratégie LinkedIn qui est ultra ciblée où tu dis, OK, là, on va viser des distributeurs. Et pareil, sur Instagram, t'es pas en train de te dire, je m'adresse qu'à mon consommateur, puisque tu vas, justement, te nourrir de ce partenariat avec MyKeto, tu vas parler à des marketplaces. Donc, en fait, j'ai l'impression que t'as pas tellement, toi, tu différencies pas tellement les deux. Non, alors pour le moment, alors ça dépend quel est le cœur de l'activité. Nous, par exemple, June, clairement, notre cœur d'activité, ce sera toujours surtout le B2C, parce que c'est surtout quand on est une startup, c'est grâce à ça qu'il y a après du B2B qui va en découler. C'est que si tu as déjà des clients que toi-même, tu as réussi à aller sourcer par toi-même, qu'il y a un distributeur qui va s'intéresser à toi et qui va pas aller te bouffer toutes tes marges, quoi. Et que tu vas avoir du pouvoir de négociation. Donc, c'est vrai qu'effectivement, pour le moment, on n'a pas vraiment de stratégie B2B. En fait, notre stratégie B2B, c'est notre stratégie B2C. C'est leur dire, on a des clients et les clients, ils kiffent nos produits et voilà. Donc, et d'ailleurs, on a été démarché par des distributeurs déjà qui nous font des propositions. Donc, nous, en tout cas, on l'a pas encore fait. C'est clair qu'on n'a que 1 an d'existence. Si on en reparle dans 10 ans, je te dirais bien sûr, hyper structuré le truc, c'est sûr. Hein, mais voilà. De toute façon, B2B, B2C, moi j'ai l'impression que c'est toujours la même recette. Ce qui fonctionne, c'est de comprendre à qui tu t'adresses avec le bon message. Et il n'y a pas tellement, tu vois, les codes. On parlait des codes du B2B. Regarde LinkedIn, c'est devenu Facebook. T'as des marques SaaS qui sont des marques ultra relationnelles. J'ai l'impression que là-dessus, les silos sont un peu en train de disparaître, quoi. Ouais, non mais clairement. Mais on le voit tout de suite, hein, parce que par exemple, le crowdfunding, c'est un outil magique pour attirer potentiellement des distributeurs et donc faire du B2B, parce que quand ils voient la traction que tu as et les gens qui s'intéressent à toi et les gens qui t'achètent, en plus ils voient tous les chiffres, hein, parce que crowdfunding, tu vois publiquement combien de personnes vont acheter, tu vois combien de produits sont partis. Donc les mecs ils se disent attention, peut-être que j'ai un manque à gagner là et voilà. Ça peut les attirer. Élise est en très grande forme. Elle a une deuxième question ultra pertinente. Les jeux concours et les bundles s'appliquent pour des marques qui vendent des produits. Avez-vous des exemples pour des entreprises de services?
Les jeux concours, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Shona Poletti qui a fait donc sa boîte de com. Donc c'est du B2B, parce qu'elle va chercher des startups, elle va chercher des entreprises pour faire leur communication, stratégie de communication, et elle a fait des jeux concours. Et ouais, voilà. Et en bundle, c'est pareil, même combat, Raphaëlla. Moi, j'ai plein d'exemples, justement, je crois encore plus au développement du partenariat en B2B. T'as notamment, nous, on avait, quand je travaillais dans le transport routier, chez Uply, on avait fait avec un partenariat avec Transport Intelligence. Et l'idée, c'était de cet accent français à chaque fois, même moi, ça me donne le haut de cœur. Et en fait, l'idée, c'était de mettre à disposition de tous les utilisateurs un baromètre gratuit. Donc nous, on apportait la data qu'on avait sur le transport routier, eux leur analyse, et du coup, on faisait de l'échange de services comme ça pour aller chercher du lead. Typiquement, moi, ce que j'aurais adoré faire, c'est donner encore plus de densité au partenariat et dire qu'en fait, on créait ensemble comme une mission de conseil. Et finalement, tu peux créer un autre produit si ton partenariat, tu sens qu'il y a vraiment une traction forte, que la cible, elle est affinitaire et que les produits se répondent bien. C'est l'occasion clairement de diversifier ton offre de service. Et il y a de plus en plus d'exemples là-dessus. On en a des agences sur la plateforme qui font du SEO, qui se mettent avec une agence qui fait de l'UI, juste pour se dire, on fait de l'accord d'affaires et ça marche tellement bien qu'au final, ils bossent ensemble et ils créent toute une façon de considérer leur offre plus intégrée finalement. Donc je m'arrête de parler parce que j'ai des millions d'exemples sur bundle effectivement, et c'est parfait de commencer par un petit partenariat pour évaluer à la fois l'attraction et la façon dont tu as de bosser avec ton partenaire, et puis s'il y a un fit et puis s'il y a affinité quoi. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Ou toujours au profit des mêmes acteurs? Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.